le pouvoir du corps des gardiens de la révolution. Est-ce que c'est clair pour vous? Parce qu'il doit établir sa propre base de pouvoir. Et le corps des gardiens de la révolution était fidèle à l'actuel, il est le. Le corps des gardiens de la révolution est surtout fidèle au chef actuel, l'ayatollah Khamenei. Mais si un nouvel ayatollah arrive au pouvoir, il doit établir sa propre base. Donc, il amènera ses gens au pouvoir. Et cela signifie réduire le pouvoir du corps des gardiens de la révolution, d'accord? C'est logique. Et il y aura donc une menace directe pour le corps des gardiens de la révolution. Maintenant, si le fils du chef actuel, Mojtaba Khamenei, devenait le nouvel ayatollah, alors les choses resteraient les mêmes et les gardiens de la révolution continueraient de contrôler l'économie. D'accord. Est-ce que ça vous semble clair? Très bien. Donc, encore une fois, je présente une raison pour laquelle le corps des gardiens de la révolution islamique voudrait tuer le président actuel et s'assurer que le fils de l'ayatollah devienne le prochain dirigeant, parce qu'ils veulent maintenir le monopole du pouvoir sur le pays. Est-ce que c'est clair pour vous? Très bien. Donc, encore une fois, je veux maintenant discuter de qui sont ces gens et comment ils voient le monde, d'accord? Parce qu'ils sont corrompus, mais ce sont avant tout des fanatiques religieux qui veulent exporter la révolution dans tout le Moyen-Orient, d'accord? Parlons donc de 1979. En 1979, le Shah a quitté l'Iran parce qu'il y avait tellement de protestations contre lui. Lui, le Shah, a réalisé qu'il était très difficile pour lui de rester au pouvoir malgré la brutalité de l'armée et de la police. Il y avait juste trop de protestations, trop de gens voulaient son départ. D'accord? Il part donc en Amérique. Et il y a beaucoup d'Iraniens qui sont outrés par cela pour deux raisons. La première raison est qu'ils veulent que le Shah, le roi d'Iran, soit jugé pour tous ses crimes contre les droits de l'homme lorsqu'il était roi d'Iran. D'accord? C'est la première raison. Mais la deuxième raison est qu'ils craignaient que le Shah ne soit allé en Amérique pour obtenir le soutien américain pour une invasion du pays. Le Shah essayait de pousser l'Amérique à envahir l'Iran pour le remettre au pouvoir, ce qui s'est produit en 1953. D'accord? Et donc, pour contrer la menace du Shah, en novembre 1979, 300 à 500 étudiants des universitaires ont pris d'assaut l'ambassade des États-Unis et en ont pris le contrôle, retenant 53 Américains en otage. D'accord. Et ils ont exigé que le Shah soit renvoyé en Iran pour y être jugé. Maintenant, c'est évidemment une invasion du territoire américain. Cela va à l'encontre du droit international. Mais quand les étudiants ont fait ça, il y avait un tel soutien public pour eux que les autorités n'ont rien fait du tout. De plus, l'ayatollah Khomeini a soutenu les étudiants, d'accord? Il y avait donc un large soutien de la population pour les étudiants. Quand les étudiants ont envahi l'ambassade, la première chose que les diplomates doivent faire est de détruire tous les dossiers, n'est-ce pas? Tous les secrets. Alors, toutes les ambassades sont équipées de ce qu'on appelle des déchiqueteuses. Est-ce que vous savez ce que sont des déchiqueteuses? D'accord. Les déchiqueteuses sont simplement des machines. Et si vous voulez détruire des documents très vite, vous les mettez dedans. Et la machine va couper le papier en environ 100 bandes différentes. D'accord? Et c'est le moyen le plus rapide et le plus efficace de détruire vos documents. Et il y en a environ des dizaines de milliers de pages. Pouvez-vous deviner ce que les étudiants ont fait? Ils ont genre reconstitué les documents. Pendant des mois, les étudiants ont lentement et méthodiquement reconstitué les documents un par un. Et ce que ces documents ont révélé aux étudiants et au public en Iran, c'est que
Le véritable centre du pouvoir en Iran n'était pas le palais où vivait le Shah, mais l'ambassade des États-Unis. C'était l'ambassade des États-Unis qui dirigeait la politique en Iran. C'était l'ambassade des États-Unis qui était responsable de la brutalité du régime. Et c'est l'ambassade des États-Unis qui, en 1953, a organisé un coup d'État contre le gouvernement démocratiquement élu de l'Iran et a instauré l'État policier du Shah. D'accord? Donc, ces étudiants, quand ils ont lu ces documents, étaient vraiment en colère. D'accord? Et vous pouvez imaginer que ces étudiants, parce qu'ils ont reconstitué ces documents, n'est-ce pas? Ce sont des fanatiques. Et devinez quoi? Ces étudiants sont devenus par la suite les plus hauts chefs militaires du pays. D'accord? Et je vais juste vous donner 3 noms. Hossein Degan, qui était ministre de la Défense de 2013 à 2017. D'accord? C'était un étudiant protestataire à l'ambassade des États-Unis. C'est une première personne. La deuxième personne est Mohammad Ali Jafari, qui de 2007 à 2019 a dirigé le corps des gardiens de la Révolution. D'accord? Et aussi Mohammad Bagheri, qui est toujours le chef d'état-major de l'armée iranienne. Ainsi, le corps des gardiens de la Révolution est composé d'individus qui détestent l'Amérique et la voient comme le grand Satan. Et ils veulent au fond faire la guerre à l'Amérique pour venger les torts et les maux que l'Amérique a infligés à l'Iran. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? La deuxième chose que je voudrais mentionner, c'est que quand Saddam Hussein a envahi l'Iran en 1980, il faut bien comprendre que l'Iran, à ce moment-là, n'avait pas vraiment d'armée organisée. Et la raison en est que le corps des gardiens de la Révolution avait arrêté, exilé ou exécuté les officiers de l'armée parce qu'ils n'étaient pas considérés comme loyaux envers la Révolution. Ils étaient vus comme loyaux envers le Shah. D'accord? Donc, l'Iran n'avait pas d'armée. Et Saddam Hussein avait des avions. Il avait des chars. Il avait beaucoup de soldats. Et tout le monde pensait que la guerre se terminerait très vite. Mais alors, ce que le corps des gardiens de la Révolution a fait, c'est d'organiser une nouvelle armée appelée le Basij, d'accord? Le Basij. Et c'était une armée de volontaires composée de gens pauvres et religieux des villages. Et ce que l'ayatollah Khomeini leur a dit, c'est nous n'avons pas d'armes, mais nous avons Dieu à nos côtés. D'accord? Les Irakiens ont des blindés, mais nous avons la puissance divine. Et ce qu'ils ont fait, c'est que pour ces villageois, et ces gars ont à peu près votre âge, d'accord? Ils ont 16, 17, 18 ans. Et ils ont donné à chacun de ces gars un fusil et une clé à porter autour du cou, d'accord? Et l'idée est que cette clé est votre entrée au paradis. Parce que quand vous mourrez à la guerre, on vous accorde une entrée automatique au paradis. Et donc, ces gars, et ils étaient organisés en groupes d'environ 22, d'accord? Ils couraient en avant à travers les champs de mines irakiens. Les chars les frappaient, d'accord? Les hélicoptères venaient les frapper et ils continuaient de courir. Et bien sûr, ils mouraient, d'accord? Parce qu'ils n'avaient aucune armure. Mais les Irakiens ont utilisé tant de munitions et de bombes contre eux que l'armée irakienne a fini par s'épuiser. D'accord, vous comprenez? Et donc, ils se sont retirés. Mais ensuite, l'Iran a porté le combat en Irak. Mais cela montre que la force principale de l'Iran, ce qui en fait une telle puissance militaire, c'est que le corps des gardiens de la Révolution est dirigé par des fanatiques passionnés par la Révolution. Et ils sont soutenus par les Bassidji, qui sont ces pauvres volontaires religieux analphabètes. Et l'Iran peut compter sur des dizaines de millions d'entre eux. D'accord. Et
ce que les gardiens de la révolution ont fait après la guerre Iran-Irak, c'est qu'ils ont compris en réalité que si jamais un ennemi décidait d'attaquer l'Iran, il y aurait forcément des personnes qui allaient mourir. C'était inévitable. Eux, ils veulent donc porter le combat chez eux, d'accord? C'est pourquoi depuis 20 ou 30 ans, les gardiens de la révolution soutiennent les conflits au Moyen-Orient. Ils ont créé ce qu'on appelle l'axe de la résistance. Cet axe de la résistance inclut le Hamas dans la bande de Gaza, le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen, la Syrie, le régime d'Assad en Syrie, ainsi que des milices chiites en Irak, d'accord? Et donc, tout l'argent que les gardiens de la révolution gagnent en Iran est ensuite envoyé à cet axe de la résistance pour créer des conflits contre l'Arabie saoudite, les États-Unis et Israël. D'accord, vous comprenez? Mais vous pouvez imaginer qu'il y a des gens, et même beaucoup de gens en Iran, qui se demandent pourquoi faisons-nous cela encore? Et si nous nous retirions du Moyen-Orient pour nous concentrer sur notre propre économie? Alors Israël, l'Arabie saoudite et les États-Unis n'auraient plus de raison de nous attaquer. D'accord. Il y a donc des gens qui se disent que le problème n'est peut-être pas Israël ni les États-Unis, mais que le problème, c'est ces types-là, parce que ce sont des fanatiques qui créent tous ces problèmes au Moyen-Orient, ce qui paralyse notre économie. Et si nous arrêtions ces conflits pour nous concentrer sur notre propre développement économique, notre peuple s'en porterait peut-être mieux. D'accord? Et une raison de penser qu'il y a des gens en Iran, des politiciens iraniens, qui sont extrêmement sceptiques quant à la politique des gardiens de la révolution au Moyen-Orient, c'est qu'en janvier 2020, rappelez-vous que le général Soleimani a été assassiné par les Américains, n'est-ce pas? La réponse iranienne n'a pas été si importante que ça, d'accord? En gros, les Iraniens n'ont pas réagi. Alors que le corps des gardiens de la révolution, parce que leur chef avait été tué, réclamait vengeance, n'est-ce pas? Ils voulaient partir en guerre. Mais on peut soupçonner que ce sont les politiciens, comme Raisi, qui ont dit en gros, non les gars, soyons patients, d'accord? Entrer en guerre contre Israël et les États-Unis en ce moment serait suicidaire. Ils prônaient donc la prudence et la retenue. Et le corps des gardiens de la révolution n'a pas aimé ça. Et puis, le 1er avril de cette année, les Israéliens ont frappé l'ambassade d'Iran, n'est-ce pas? Ce qui a aggravé les choses. Et encore une fois, à ce moment-là, je suis sûr que les gardiens de la révolution se disaient allons-y, faisons la guerre. Et là encore, je suis sûr que Raisi et son équipe leur ont dit les gars, on ne peut pas battre les États-Unis et Israël dans une guerre. Soyons stratégiques à ce sujet. Soyons patients. Notre heure viendra, mais nous devons être patients. D'accord? Et je suis sûr que parce que ce sont des fanatiques, ils se disaient, d'une certaine manière, ces politiciens sont des lâches. Ils sont faibles, ils sont mous, ce ne sont pas des croyants. Débarrassons-nous d'eux, d'accord? Et puis, ce qui s'est passé le 19 mai, c'est qu'une occasion s'est présentée avec le brouillard et ils se sont dit, eh bien, voici notre chance. Et ils ont donc provoqué un accident. D'accord? Est-ce que c'est clair pour vous? Très bien. Donc, encore une fois, j'ignore ce qui s'est passé, mais si l'on regarde la théorie des jeux et qu'on examine à qui profiterait la mort de Raisi, c'est ce groupe de personnes, les gardiens de la révolution, qui en profiterait le plus. Car il est très probable que si Raisi devenait le prochain guide suprême, leur autorité et leur politique seraient remises en question. Et donc, en se débarrassant de Raisi, ce qui représente un tournant politique important, cela rend Mojtaba Khamenei, le fils de l'ayatollah Khamenei, bien plus susceptible, selon plusieurs analystes, d'accéder à l'autorité suprême du pays. Et cela leur permet de maintenir leur pouvoir, le monopole du pouvoir.
Et même si cette accession provoque une crise de légitimité, eh bien, c'est bon pour eux car le régime est alors encore plus dépendant d'eux. D'accord. Est-ce que c'est clair? Donc, pendant ces manifestations, en particulier le mouvement vert, le corps des gardiens de la révolution était responsable de la répression. Et ils ont été violents et brutaux dans cette répression. D'accord? Alors, bon. Est-ce que la logique est claire pour vous? Des questions? Qu'en est-il de l'armée qui soutient la nation? Il n'y a donc que les gardiens de la révolution? D'accord, c'est une excellente question. Suning a demandé si l'armée existait toujours. Et la réponse est oui, elle existe toujours. Mais encore une fois, les gardiens de la révolution ont des responsabilités qui en font le groupe le plus puissant, d'accord? Premièrement, ils sont responsables de la marine. Pourquoi est-ce important? Parce que le détroit d'Ormuz est une voie maritime très stratégique. Et donc, ils sont chargés de maintenir ce détroit, d'accord? Et la marine leur permet aussi de faire de la contrebande, ce qui leur rapporte plus d'argent. C'est donc le premier point. Deuxièmement, ils sont aussi responsables du programme de missiles. Le programme de missiles, d'accord? Et c'est là que l'armée dépense l'essentiel de son argent, les missiles. D'accord? Maintenant, la troisième chose, c'est bien sûr la politique étrangère, ce qui signifie que l'axe de la résistance n'interagit qu'avec le corps des gardiens de la révolution. D'accord? Le général Soleimani et les deux généraux morts dans le raid israélien appartenaient tous aux gardiens de la révolution. D'accord? Ces trois points signifient que les gardiens de la révolution contrôlent pratiquement tout l'argent et tout le pouvoir du pays. Mais il reste une force militaire. Est-ce que c'est clair? Très bien. D'autres questions? Pourquoi les gardiens pensent-ils que le fils du guide actuel sera plus facile à contrôler que le fils du président? D'accord. Jack a posé une excellente question. Pourquoi le corps des gardiens de la révolution? Pourquoi croient-ils qu'ils peuvent contrôler Mojtaba Khamenei? D'accord? Alors, en 1989, le premier ayatollah Khomeini est mort et l'ayatollah Khamenei lui a succédé. Et dès qu'il est devenu le nouvel ayatollah, il s'est concentré sur la culture de sa relation personnelle avec le corps des gardiens de la révolution. D'accord? En gros, il sait qu'ils sont environ 250 000 et il s'est fait un point d'honneur de rencontrer tout le monde et de mémoriser leurs noms. Il connaît même les noms de leurs enfants. L'actuel ayatollah Khamenei a donc une excellente relation personnelle avec le corps des gardiens de la révolution islamique. D'accord? C'est pratiquement son armée privée. Et la raison pour laquelle le corps des gardiens de la révolution transférerait sa loyauté à Mojtaba est que Mojtaba lui-même est un personnage extrêmement impopulaire. S'il était populaire, s'il était un politicien habile, alors il deviendrait très probablement le prochain ayatollah, mais comme il est très impopulaire, il y a beaucoup de résistance à son égard. S'il devient le prochain ayatollah, ce sera uniquement parce que les gardiens de la révolution l'ont placé là, ce qui signifie qu'il doit être loyal et obéissant à leur politique. C'est logique, Jack? Ouais, d'accord. C'est une excellente question. D'autres questions avant que je continue? Il semble que la mort de Raisi affectera l'axe stratégique de la résistance de l'Iran. D'accord. Céline a donc posé une excellente question. Qu'est-ce qui change maintenant que Raisi est mort? D'accord? Maintenant, très bien. Alors si c'était un accident, alors en théorie, rien ne change, car en fin de compte, c'est l'ayatollah Khamenei qui est responsable de la politique. D'accord? Mais si j'ai raison et qu'il s'agissait d'un assassinat soigneusement planifié par les gardiens de la Révolution, alors tout change. D'accord? Ce que cela signifie, c'est que la classe politique s'efface et la classe militaire prend le relais et il dicte la politique. D'accord? Vous verrez donc tout d'abord qu'il va bien y avoir une élection. D'accord? Fin juin,
il y aura quelqu'un pour prendre la place du président. Et il est fort probable que l'actuel vice-président Mohammad Mokber devienne le nouveau président. Et c'est important parce que Raïssi ne vient pas du corps des gardiens de la révolution. Il vient du pouvoir judiciaire. D'accord? C'est une base de pouvoir différente. Mais Mohammad Mokber vient du corps des gardiens de la révolution. Il favoriserait donc les intérêts des gardiens de la révolution. Et si c'est le cas, alors ce que nous verrons, c'est le pays, les dirigeants préparant le peuple à une guerre totale. D'accord? Nous verrons que la rhétorique devient plus extrême. Et préparant son peuple à une éventuelle invasion américaine. Il y aura une répression bien plus sévère de la dissidence politique. D'accord? C'est donc la première chose. La deuxième chose est que le corps des gardiens de la Révolution ne peut pas vaincre l'Amérique face à face. D'accord? La seule chose qu'ils puissent faire pour vaincre l'Amérique et Israël est de les attirer dans le pays. Et ils font cela en les provoquant. D'accord? Il y a donc différentes choses qu'ils peuvent faire pour provoquer l'Amérique. La première est d'accélérer le programme nucléaire. D'accord? Ce que l'Amérique et Israël ont dit, c'est qu'ils voient la possession d'armes nucléaires par l'Iran comme une menace existentielle pour la sécurité d'Israël. C'est donc inacceptable. D'accord? Donc, si l'Iran accélère le programme, c'est une provocation directe. D'accord? C'est la première chose. La deuxième chose est de encourager les intermédiaires. D'accord? Actuellement, Israël est très préoccupé par le Hezbollah au nord. Le Hamas les a déjà attaqués. Le Hezbollah pourrait aussi attaquer Israël. Si le Hezbollah attaque Israël, Israël ne pourra qu'interpréter cela comme l'Iran encourageant le Hezbollah à les attaquer. D'accord? Mais si le Hezbollah attaque Israël, alors Israël et les États-Unis y verraient une escalade et ils seraient bien plus déterminés à finir par attaquer l'Iran d'une manière ou d'une autre. Vous avez aussi des milices chiites en Irak qui pourraient attaquer les bases militaires des États-Unis. D'accord? Vous avez aussi les Houthis au Yémen qui peuvent attaquer les champs pétroliers d'Arabie saoudite. D'accord? Vous encouragez donc vos intermédiaires à aggraver la situation au Moyen-Orient, auquel cas les États-Unis ne pourront que conclure qu'il faut détruire la tête du serpent, c'est-à-dire l'Iran. D'accord? La deuxième chose qui pourrait arriver. La troisième chose qui pourrait arriver est, en gros, l'Iran commence à attaquer les voies maritimes. D'accord? Ça rend le transport maritime bien plus difficile. D'accord? Et la quatrième chose, c'est essentiellement la terreur. En gros, l'Iran, via ses intermédiaires, lance des attaques terroristes contre l'Amérique et ses alliés. D'accord? Il y a donc beaucoup de choses que l'Iran peut faire pour provoquer une guerre. Et encore une fois, si j'ai raison, et je ne sais pas si c'est le cas, on devrait s'attendre à ce que fin juin, Mohammad Mokber gagne l'élection et que son discours devienne bien plus extrémiste. Nous devons porter le combat en Amérique. D'accord? Nous devons venger Soleimani. On peut aussi s'attendre à ce que les combats au Moyen-Orient deviennent bien plus extrêmes. D'accord? Et on devrait assister à une escalade. L'accélération du programme nucléaire, des alliés plus violents, le transport maritime perturbé et une campagne de terreur mondiale. D'accord? C'est logique? C'est ça, mais encore une fois, je n'en sais rien. Et au fait, ce n'est pas parce que ces choses pourraient arriver que Raïssi a été tué par les gardiens de la Révolution. D'accord? Vous comprenez? Mais je dis que si les gardiens de la Révolution ont bien tué Raïssi, alors on devrait voir ces choses se produire. Mais ce n'est pas parce que ces choses arrivent que
Raisi a été tué. D'accord, c'est logique. Très bien. D'autres questions? Est-ce qu'ils mèneraient la guerre de manière plus irrationnelle ou seraient-ils aussi stratégiques qu'avant? D'accord. Donc, la question de Céline est comment mèneraient-ils la guerre? Et ils ne peuvent la mener que d'une seule façon, c'est-à-dire attirer les Américains à attaquer l'Iran. D'accord, c'est logique. C'est un suicide d'attaquer l'Amérique ouvertement. Rappelez-vous que l'Amérique a le choc et l'effroi, donc la suprématie aérienne, des satellites qui voient tout ce que vous faites et des forces spéciales. D'accord? C'est un suicide d'attaquer l'Amérique ouvertement. L'Iran doit donc piéger l'Amérique pour qu'elle envahisse l'Iran et là, l'Amérique perdrait à coup sûr. D'accord, on en discutera la semaine prochaine, mais c'est ce qu'ils doivent faire. Et s'ils provoquent assez l'Amérique, alors l'Amérique finira par être assez en colère pour envoyer une force d'invasion contre l'Iran. Est-ce que c'est clair? D'autres questions? C'est clair pour vous, la logique ici? Alors, encore une fois, ce ne sont que des spéculations. Je n'ai aucune information réelle ni preuve, d'accord? Je dis juste, d'accord, Raisi est mort et c'était probablement un accident. Mais si ce n'était pas un accident, alors à qui profiterait le plus son meurtre ou sa mort? Et la réponse est le corps des gardiens de la Révolution, car ils le voient comme une menace directe pour leur autorité. D'accord? Mais en même temps, ce qu'il est important de retenir, c'est que tout nouveau dirigeant verrait ces gars comme un problème parce qu'ils ont trop de pouvoir et qu'ils créent trop de tensions à l'étranger. Et ils sont trop fanatiques. D'accord? Et donc, il est fort probable qu'ils veuillent promouvoir Mojtaba Khamenei, car Mojtaba Khamenei n'est pas populaire et il devrait être loyal au corps des gardiens de la Révolution, où il aurait besoin de leur aide pour se maintenir au pouvoir. D'accord? D'accord. Est-ce que ça fait sens, tout le monde? Très bien. Donc, au prochain cours, nous verrons à quoi ressemblerait une véritable guerre entre les États-Unis et l'Iran. Et ce qu'il est important de retenir, c'est que j'ai dit tout le semestre que les États-Unis perdraient la guerre, mais je n'ai jamais dit que l'Iran gagnerait la guerre. D'accord? Et la raison en est que cette guerre sera brutale pour l'Iran. Des dizaines de millions de personnes mourront sans raison. Et c'est pourquoi des politiciens comme Raisi et d'autres disent n'allons pas à la guerre. D'accord? Très bien. Alors, à plus tard, tout le monde.